Eh bien, salut à toutes et tous. Donc, on commence à 18h30 pétante. Donc, aujourd'hui, c'est une rencontre autour du livre qui s'appelle Gaza, un génocide en cours. C'est complètement d'actualité. Et ce livre a été écrit par Joseph Daher, qui est juste à côté de moi. Il est arrivé presque par hasard ici. Hein, il vient de Lausanne, de Suisse, universitaire. Bon, il nous racontera, il a eu quelques soucis. Et voilà, donc je pense que je vais le laisser se présenter, parce qu'en fait l'idée c'est il va présenter en quelques minutes son livre, évidemment en lien avec l'actualité, avec ce qui se passe en Palestine et à Gaza, les questions coloniales, les questions de génocide et les questions de solidarité internationale aussi, parce que l'idée c'est pas juste de subir des événements, c'est comment on peut y faire face. Donc bon, Joseph va développer tout ça. D'abord il fait une petite intro, et puis après je pense qu'on va échanger avec vous. Les personnes qui sont là et peut-être les personnes aussi qui sont sur Twitch en direct, hein, puisqu'on a aussi là, vous voyez, donc une équipe technique, trois personnes expérimentées qui ont un curriculum vitae assez riche, hein, puisqu'ils ont bossé avec Pujadas, avec des tas de grandes équipes de médias. Il n'y a que CNews, je crois, où ils sont fait vite virer. Mais voilà, donc on a une grande équipe qui essaie de maîtriser au mieux les aspects techniques, à la fois l'image et le son. Et voilà, donc on aura peut-être des questions venant de la chaîne Twitch. Et puis voilà, et puis on va essayer de discuter le plus tranquillement possible de ces choses-là. Voilà, donc Joseph, eh ben, je te laisse la parole. Merci Philippe. Putain, ça a bien commencé. Merci aussi à l'équipe technique pour tout le boulot. Merci de m'accueillir. Merci à vous pour votre présence. J'espère qu'on aura une discussion les plus riche parce que c'est ça qui est le plus intéressant au-delà de la présentation du livre par rapport à, malheureusement, j'ai envie de dire, le titre du livre est encore d'actualité. Lorsque je le finissais en janvier, si vous vous rappelez, il y avait une trêve temporaire. On disait déjà dans le livre que probablement ne durerait pas et malheureusement c'est ce qui s'est réalisé et on est dans un génocide continu. Mais l'idée du livre principalement c'est de parler des événements, de la dynamique politique après le 7 octobre en Palestine et au niveau régional, en regardant aussi au niveau du Levant, le Proche-Orient, mais aussi dans une perspective internationale parce que je pense que de plus en plus, on peut tous et toutes le voir, la question de la Palestine n'est pas simplement euh, perçue ou vue ou vécue comme un soutien, comme une perspective internationaliste, mais, et ça sera, je reviendrai en conclusion, c'est devenu en fait, euh, la Palestine est devenue aussi une mesure de nos sociétés dites démocratie libérale en Europe et aux États-Unis. Et que les attaques continuent sur les droits démocratiques ont connu une accélération avec le post-7 octobre. Et donc, c'est là où il y a un lien direct. Ce n'est pas simplement un internationalisme qui est absolument nécessaire pour soutenir l'autodétermination d'un peuple opprimé, mais c'est également une nécessité pour défendre nos droits démocratiques ici, que ce soit pour liberté, droits démocratiques, droits sociaux, liberté d'expression, liberté académique et autres. Et donc, c'est là d'où vient la réflexion du livre. Donc, aussi, donc on part des événements après du 7 octobre, mais avec une profondeur historique. Replacer ce qui se passe également aujourd'hui, quand on parle génocide en cours, on aurait pu aussi l'appeler génocide continu, à bien des égards, qui est lié historiquement à l'événement qu'on appelle en arabe la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe. La catastrophe, par contre, il ne faut pas la comprendre comme un événement ponctuel de l'histoire. Ce n'est pas simplement 1948, avec la création de l'État d'Israël, l'exil forcé de plus de 750 000 à 900 000 Palestiniens et Palestiniennes de leur terre historique. C'est un processus continu. C'est un processus continu de nettoyage ethnique et, à bien des égards, d'une volonté d'élimination de la population indigène. Et là aussi, la caractéristique de l'État d'Israël, on est de plus en plus euh, le fait de caractériser cet État comme un État colonial a eu des avancées, et c'est une chose positive de caractériser cet État comme un État colonial, d'apartheid, raciste. Et ça, c'est même pas simplement, on pourrait accuser des gauchistes comme Philippe Poutou de caractériser cet État de cette manière, mais des organisations de droits humains, de type Amnesty International, Human Rights Watch, et des organisations également israéliennes de droits humains, hein, telles que B'Tselem
et d'autres. Et c'est de voir la nature de... Et c'est aussi là, récemment j'ai écrit avec un camarade, de comprendre le génocide au cours dans une perspective de classe. Pourquoi? C'est lié à la nature de la stratégie coloniale sioniste initialement et israélienne par la suite, d'une colonie de peuplement, mais pour but pas d'exploiter la population indigène, mais de l'éliminer. Et donc très souvent, et ce qui est compréhensible en partie, même dans les milieux pro-palestiniens ou en solidarité avec la cause palestinienne, c'est généralement l'Afrique du Sud qui revient en premier comme comparaison, ou bien l'Algérie, par rapport à l'histoire coloniale française et autres. Mais la comparaison qu'il faudrait avoir avec la colonie de peuplement, la stratégie coloniale de peuplement, c'est plutôt l'Australie, l'Amérique du Nord. Ça veut dire l'élimination de la population indigène et de laisser simplement quelques, j'ai envie de dire, restants symboliques et opprimés de les pires des manières. Quand vous parlez des camps en Australie, en Amérique du Nord, c'est véritablement ça. Et c'est le projet colonial de peuplement depuis le début, dans le cadre de la Palestine. Donc, et c'est vrai de dire que vous avez, les gens aujourd'hui surtout se focalisent sur, et c'est un peu le débat dans les grands médias ou les médias dominants, et en fait un débat le plus souvent dans lequel nous ne sommes pas invités, ou pas forcément Philippe Poutou ni moi, dans une perspective anticoloniale. C'est un débat qui a lieu entre ce qu'on va appeler le cercle, et un peu plus présent en Europe, beaucoup moins maintenant dans la Palestine historique ou ce qu'on appelle Israël, le sionisme de gauche et le sionisme de droite. Mais dans cette diversité, même à l'initiale, il n'y a pas de désaccord sur le fait qu'il faudra éliminer la population indigène. D'ailleurs, ceux qui vont construire l'État d'Israël, c'est le sionisme de gauche. Et d'ailleurs vont arriver en contradiction avec les premiers théoriciens de type Théodore Herzl, qui avaient plutôt une vision d'une colonie de peuplement justement à l'algérienne ou à l'Afrique du Sud. Disons, on va exploiter les populations indigènes locales, grands propriétaires terriens, avec des investissements étrangers. Non, le sionisme de gauche va développer l'idée, et c'est là où le syndicat historique israélien, Israout, va jouer un rôle fondamental dans l'établissement de l'État d'Israël et de l'élimination des Palestiniens et Palestiniennes dans le cadre de la production et de l'accumulation, des dynamiques d'accumulation de capitaux dans le futur Israël. D'accord ? Jusqu'à aujourd'hui, les travailleurs, travailleuses palestiniennes ne sont pas du tout au centre de l'économie israélienne. D'accord ? Jusqu'au 7 octobre, si vous voulez, ils étaient présents. En majorité, c'était des travailleurs, travailleuses issus de la Cisjordanie, à peu près 100 000 à 150 000, dans la construction, en partie un peu le transport et un peu dans l'agriculture. Et simplement 10 à 20 000 de Gaza. Et ça, c'est aussi important de comprendre pourquoi je dis ça. Que malgré cette diversité du sionisme, dans leurs débats, ils sont tous d'accord sur la nécessité de l'élimination de la population indigène. Et je dis ça pourquoi maintenant? Parce qu'il y a une focalisation sur une critique du gouvernement actuel, qu'il faut avoir. De toute façon, à chaque élection, on vous dit en Israël, c'est le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, jusqu'aux prochaines élections. Mais l'opposition à Netanyahou, dans sa grande majorité, ne s'intéresse pas à la question palestinienne. C'est comment mieux gérer le système colonial d'apartheid. Et c'est là où vient notre opposition à cet état d'apartheid. Pas en soi à l'existence d'une population israélienne qui de facto existe maintenant. C'est un fait. Ça, c'est dans les conclusions, je m'avance un peu. On propose, même si la question aujourd'hui des un État, deux États, trois États, une confédération n'a pas beaucoup de sens. C'est une question fondamentalement de l'autodétermination du peuple palestinien et la réalisation des droits des Palestiniens comme promus par le mouvement boycott des investissements en sanctions qui a été amené par la société civile palestinienne en 2005. C'est le droit au retour, c'est l'égalité pour les Palestiniens et Palestiniennes de 48, donc citoyens d'Israël, la fin de l'occupation, de la colonisation, etc. Après, quelle forme cela pourra prendre sur la place, ça c'est un autre débat, on peut revenir par la suite dans la discussion. Donc le premier chapitre, c'est vraiment de dire, voilà, comprendre le génocide, et pourquoi parler de génocide. Et cela a même fait débat au sein de la gauche, hein, et même jusqu'à récemment, je crois qu'il y a quelques mois, dans le
c'était plutôt en ligne académique anglaise, un site, une revue, revue de gauche, New Left Review. Il y a encore ce débat qui était présent. Beaucoup moins maintenant. Beaucoup moins maintenant. Et pourquoi on utilise ce terme? Et je pense qu'on utilise ce terme dans la... alors, il y a une définition de droit international, et elle remplit, mais aussi dans cette perspective historique. Je pense que c'est très important de comprendre pourquoi on parle des génocides. Et aussi, on parle de... Voilà, que cela ne s'arrête pas à Gaza, même si c'est... Le pire, c'est bien sûr à Gaza. On voit en Cisjordanie, continuation de la colonisation, de l'occupation, l'accaparement des terres, et aussi là dans une dynamique d'accumulation par dépossession, qui est souvent aussi une dynamique fondamentale dans les projets coloniaux de peuplement. Okay, l'accumulation par dépossession des populations indigènes. Ensuite, donc là, c'est la dynamique palestinienne dans ces territoires occupés en 1948, mais aussi ce que j'explique dans ce livre, c'est qu'on ne peut pas séparer la question palestinienne de son environnement régional. Et de nouveau, et j'irais même plus international. Je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut beaucoup plus ramener. Moi, ce que j'ai dans aussi mon implication, que ce soit politique dans mon parti ou dans mon mouvement, dans les mouvements pro-Palestine, c'est réengager la Palestine dans son environnement régional et même dans les dynamiques internationales. On ne peut pas comprendre le soutien des États-Unis sans comprendre quelle est la place du Moyen-Orient dans le monde, dans le système économique mondial, et que s'il y a une seule particularité du Moyen-Orient, c'est ni, comme certains discours racistes ou essentialistes le disent, qu'ils sont arabes et ou musulmans, et que dès lors on comprend leur politique de cette manière. Non, la chose fondamentale pour comprendre les dynamiques politiques, et s'il y a une chose en particulier, c'est la question de la concentration des énergies fossiles dans cette région, qui est devenue les premières énergie, ressources énergétiques depuis la Deuxième Guerre mondiale, à la place du charbon, et dans lequel vous avez la montée des États-Unis comme première puissance mondiale. Et ils ont joué un rôle fondamental dans l'économie politique de cette région, dans les dynamiques politiques par la suite. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, j'inscris la guerre du 7 octobre dans cette dynamique régionale aussi et internationale, en parlant par la suite de la guerre du Liban. La guerre d'Israël a mené contre le Liban de manière très violente à partir de septembre 2024 jusqu'à fin novembre 2024. Et de même, encore une fois, on voit un soi-disant cessez-le-feu, mais qui ne s'est pas arrêté. Depuis la signature du cessez-le-feu fin novembre, vous avez plus de 160 morts au Liban, y compris des civils. Et là, il y avait les élections municipales au Liban, y compris au sud du Liban. Vous avez eu des bombardements dans certaines les jours avant les élections. Donc je parle du Liban, de son histoire, et que souvent on parle, voilà, si Israël attaque le Liban, c'est parce qu'il y a Hezbollah. Ouais, mais Hezbollah est né dans les années 80, il y a déjà eu des guerres contre le Liban. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait les Palestiniens avant, c'était l'OLP. Ouais, mais même si on regarde avant l'OLP, il y avait des attaques contre le Liban. Et en fait, le premier massacre qui a été commis par l'armée d'occupation israélienne quelques mois après sa fondation, c'est en 1948. C'est deux villages au sud du Liban qui étaient très connus parce que c'était des villages à grande majorité issus du Parti communiste libanais. Et jusqu'à aujourd'hui, on célèbre leurs martyrs, de ces soldats aux civils qui sont morts. Donc là aussi, il y a une histoire profonde de voir cela. Aussi l'histoire des réfugiés palestiniens au Liban. Et donc là, je retrace la guerre israélienne contre le Liban, avec aussi un rôle particulier du Hezbollah, voilà, qu'on peut défendre, comme avec le Hamas, le droit à la résistance, tout en ayant une option critique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai développé très tôt. Ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai fait ma première thèse sur le Hezbollah. C'était après 2006. Moi, j'étais au Liban à cette époque-là. Je quitte le Liban pour la Syrie, Alep, pour mon père, il vivait là-bas. Et c'est un moment où il est quand même compliqué de critiquer Hezbollah. Et même en Europe, dans certains milieux à gauche, je peux vous dire, Hassan Nasrallah, donc l'ancien secrétaire général, c'est une rockstar. Même dans certains milieux, voilà, dans le quartier arménien d'Alep, vous aviez des photos de Hassan Nasrallah à côté de Charles Aznavour. Donc pour vous dire comme quoi, il était bien vu. Au Caire, vous avez des... Et donc moi, à un moment-là, je me dis, autant je suis avec le droit à la résistance, autant pour moi, ça, c'est pas un horizon possible. Et donc, c'est de développer aussi une critique du Hezbollah, tout en ne tombant pas, ou bien surtout quand on est en Europe, dans des formes d'islamophobie possibles, d'essentialisme, et ni de romantisme. Ça, c'est très important. Et ça aussi, il y a une critique dans le livre.
Ensuite, on passe aux dynamiques plus régionales, moyen-orientales. Qu'est-ce qu'ont eu ces dynamiques sur la Syrie, sur la Jordanie, l'Égypte, et de comprendre, c'est là où on fait le lien avec la question palestinienne avec la région, c'est que la libération de la Palestine passe aussi par la chute de ces régimes arabes, parce que jusqu'à aujourd'hui, le blocus, le fait que Gaza soit une prison, est possible grâce à la collaboration du régime égyptien, deuxième récipient de l'aide américaine dans le monde. Le troisième ou quatrième, ça dépend des années, c'est la Jordanie, qui est l'autre qui bloque l'entrée pour la Cisjordanie et autres. Et tous ces régimes voient d'un très mauvais œil dès qu'il y a des manifestations pour la Palestine. Parce qu'à travers les manifestations pour la Palestine, il y a souvent une critique sous-jacente des régimes qui se développent et de leur collaboration avec l'impérialisme occidental ou d'autres impérialismes et pour leur manque de démocratie, ou l'absence de démocratie, l'absence de justice sociale et autres. Dans ce livre aussi, je parle de la Syrie. Donc c'est le pays où je suis originaire, où j'ai pu rentrer pour la première fois début janvier, pour la première fois en 14 ans. On peut aussi en parler plus tard, c'est un autre sujet, mais qui est aussi de comprendre la phase qui a suivi tout cela et la chute du régime syrien, pas comme une continuité. Israël n'était pas satisfait de la chute du régime Assad, au contraire. Et d'ailleurs, une des meilleures preuves, c'est que le jour d'après sa chute, il a étendu son occupation de la Syrie et a détruit la quasi-majorité des infrastructures militaires et capacités militaires. Parce qu'auparavant, il savait que le régime Assad n'allait pas attaquer Israël. Et depuis 1974, il n'y avait pas une seule balle qui avait été tirée contre Israël, sans parler de la répression qu'avait subie le mouvement national palestinien par le régime syrien. Et dans le dernier chapitre, et c'est là où on fait en fait, on boucle, entre guillemets, on ferme la boucle, c'est de comprendre la question palestinienne dans son cadre international. Et c'est là où on revient à la question des énergies fossiles, la question du Moyen-Orient, la question de l'accumulation des capitaux, et qu'en fait, une des particularités de la colonie de peuplement qu'était Israël, à différence d'autres colonies de peuplement, c'est que l'organisation sioniste n'avait pas, initialement, une métropole. Il fallait trouver un soutien impérial pour réaliser son projet. Et dès lors, en premier lieu, c'était la Grande-Bretagne, et depuis 1967, c'est les États-Unis. Et dès lors, là, vous comprenez qu'en fait, les Palestiniens et Palestiniennes n'ont jamais simplement avec des... se sont pas simplement opposés à l'organisation sioniste ou à l'État d'Israël, mais à eux et leur soutien impérialiste. D'ailleurs, le génocide aurait été simplement impossible sans le soutien de la puissance américaine qui, en un an, octobre 2023, octobre 2024, a accordé 18 milliards d'aides pour l'État d'Israël. Avec le soutien, maintenant on en parlait juste avant, quelques apparemment journalistes se sont rendus compte qu'il y avait un génocide à Gaza, mais jusqu'à quelques semaines, cela passait. Si vous parliez de génocide, on vous disait tout ça, ce sont vos mots, nous ne prenons aucune responsabilité pour de tels termes. Alors que des organisations de droits humains en parlent depuis janvier 2024, que la Cour internationale de justice a dit qu'il est plausible que cela se déroule. Bon, voilà. Et c'est de comprendre que là, nous, on a un rôle à jouer dans le soutien pour l'autodétermination du peuple palestinien, mais qui doit passer aussi par un soutien aux processus révolutionnaires régionaux, des soulèvements populaires qui ont pu avoir lieu en 2011, parce que à cause du rôle des régimes arabes, qui sont en grande partie, pour leur grande majorité, soutenus par les puissances occidentales. La France vend des armes, des avions, Rafale et autres à Sisi, dictateur égyptien, où il y a 60 000 prisonniers politiques et autres, etc. Où on fait des accords avec ce genre d'État pour qu'ils soient des prisons, ou bien les premiers obstacles, pour empêcher, soi-disant, la crise migratoire, ou transformer la Méditerranée en grand cercueil, cimetière, Et finalement, le fait qu'Israël joue un rôle fondamental et pilier pour maintenir et consolider l'hégémonie américaine dans le monde, dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, notamment pour la question de la distribution des énergies fossiles, qui reste fondamentale dans notre économie internationale. Et c'est là où on peut aussi développer la question palestinienne sur notre côté écologique, aussi féministe. Je pourrais revenir là-dessus, sur la question, on ne peut pas avoir un féminisme aujourd'hui qui n'est pas antiraciste, surtout sur la question de l'islamophobie et autres, qui est fondamentale aujourd'hui.
etc. On pourrait le... Et là aussi, donc, il y a le soutien de ces pouvoirs occidentaux, des classes possédantes occidentales, vers Israël comme pilier de l'impérialisme occidental, mais il y a un autre élément aussi. C'est de plus en plus, Israël est devenu un modèle de pouvoir, surtout pour l'extrême droite et des groupes fascisants en Europe, malgré leur antisémitisme. Et il n'y a pas de contradiction pour eux. Le fait qu'Israël est perçu, et ils le vendent comme ça, et depuis Théodore Herzl, comme le premier rempart occidental de la civilisation occidentale face à la barbarie, auparavant orientale, aujourd'hui islamique ou arabe, etc. Mais c'est un modèle, pourquoi? Dans le sens, les partis d'extrême droite et fascisants rêvent de traiter les populations non blanches de la même manière qu'Israël traite les Palestiniens. Une société ultra-raciste, ouvertement, qui méprise les droits humains. Et ultra-sécuritaire également. Et ça, c'est un modèle pour eux. Donc, les deux pôles dominants dans nos sociétés, néolibérales, autoritaires et extrême droite, fascisants, voient comme important de soutenir Israël dans ces deux perspectives. Et aussi parce que tout bloc qui veut essayer de construire une alternative à ces deux ont soutenu massivement la Palestine. À travers la Palestine, vous avez aussi la rencontre, qu'on parle de convergence des luttes. Je pense qu'il n'y a pas un seul mouvement qui permet une convergence des luttes comme la Palestine. Et c'est aussi pour cette raison que c'est perçu comme une menace par les classes possédantes. Parce que vous avez des gens qui peut-être ne seraient jamais rencontrés sans le soutien à la Palestine. Vous avez des écologistes radicaux, des féministes, des anticapitalistes. Et bien sûr, toutes ces séparations sont parfois superficielles, vous pouvez être toutes à la fois. Mais les mouvements, je parle, se sont rendus compte à travers la Palestine, ça reflétait aussi des choses beaucoup plus profondes. Et c'est pour ça aussi que la répression contre les droits démocratiques est si forte, je pense, des classes possédantes, parce qu'elles voient cette menace d'accumulation d'expérience des gens qui veulent un autre modèle de société. Un autre modèle de société. Et si vous regardez, d'ailleurs, l'attaque qu'elle peut y avoir sur des mouvements qui ne sont pas forcément les plus radicaux, mais réformistes, avec des engagements concrets en Europe, ils ont été attaqués sur la question de l'antisémitisme à la Palestine. Premier, le Jeremy Corbyn, du Labour Party en Angleterre, et regardez la campagne contre LFI, contre Mélenchon, contre le Nouveau Front Populaire, contre les camarades, MPA et tout. C'est sur la question de la Palestine et de l'antisémitisme. C'est sur ces questions qu'on essaye de les casser. Et c'est là où vous voyez les liens. Et donc, en conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, en ayant fait cette boucle, vous voyez, en partant de la Palestine au niveau local, en prenant sa perspective régionale et en arrivant à l'international, à bien des égards, selon moi, aujourd'hui, Gaza est le reflet d'une crise politique profonde dans laquelle on vit et des dangers pour lesquels on fait face. Face au néolibéralisme autoritaire des Macron, Biden et autres, et l'extrême droite et fascisant de Le Pen et des autres. Et donc, à travers la Palestine aussi, je pense qu'on peut essayer de reconstruire quelque chose pour une autre type de société. Donc, c'est un devoir internationaliste, mais au-delà de ça, c'est aussi, à travers la Palestine, on défend nos propres droits démocratiques et un cadre démocratique dans notre société. Merci. Je pense qu'on peut passer directement à l'échange avec le public. Et l'échange peut-être avec aussi des gens qui écoutent en ligne. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, des envies d'intervenir, des critiques aussi, ouais. Des petites critiques, hein, pas des grosses, hein, ça, faire attention. Donc là-bas, il y a une question, donc j'y vais, je me déplace. Bonjour, merci beaucoup pour votre livre que j'ai lu avec grande attention, grâce à Philippe Poutou, parce qu'il l'avait exposé, donc voilà. Je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié justement cette vision que vous aviez qui est très large, et ça permet aussi de se réconforter au fait qu'on peut être antisioniste et pas antisémite, parce que moi je pense que je me suis beaucoup auto-censurée ces derniers temps, même ces dernières années. Et ne parler de ce sujet qu'avec des gens avec qui j'avais confiance et je savais que je pouvais en parler. Donc ça, je pense que c'est aussi, la parole se libère aujourd'hui, effectivement, peut-être un peu tardivement, mais je pense qu'on peut être antisioniste ou anticolonialiste sans être antisémite. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Et voilà, et ça, je trouve que dans votre livre, c'est très, très perceptible. Également, moi, je trouve que le cynisme des pays arabes, et vous le décrivez autour,
Et là, je pense notamment à la Syrie, où pourtant les prêches dans les mosquées en Syrie sont vraiment étaient anti-Israël en tout cas. Où, moi, je suis allée en 2008-2009 en Syrie, où effectivement il y avait Nasrallah partout. Enfin voilà. Et en même temps, ils ne sont jamais intervenus pour soutenir les Palestiniens. Enfin, il n'y a pas que. Il y a aussi, effectivement, vous l'avez rappelé, les Jordaniens. Les Libanais, c'est plus compliqué. Mais je trouve qu'on peut effectivement reprocher aux pays occidentaux de ne pas être intervenus. Mais en même temps, les pays arabes, il y a un cynisme du côté des pays arabes, je trouve, dont on ne souligne pas assez le côté. Et troisièmement, ce serait une petite critique, pour le coup, si je peux me permettre. J'ai trouvé que c'était assez réducteur, le dernier chapitre, en disant qu'il n'y a que la gauche qui peut... Enfin, peut-être que j'ai mal compris, mais qu'encore, il n'y a que la gauche qui peut un peu sauver la Palestine, quelque part. Moi, je pense qu'il y a aussi la société civile en général, quel que soit vous l'avez dit tout à l'heure, plutôt, vous l'avez mieux abordé tout à l'heure dans votre conférence, la société civile, on peut avoir des gens qui sont engagés, j'y crois même à droite, peut-être naïvement, à gauche, dans d'autres partis, alors pas à l'extrême droite, bien évidemment. Tout ce qui, effectivement, comme vous l'avez dit, la convergence des luttes en règle générale. On l'a vu à La Haye récemment, où tout le peuple est descendu en Hollande manifester avec des t-shirts rouges. Voilà, donc je pense que c'est peut-être pas que la gauche, mais plus largement. Il y a aussi des Juifs qui condamnent énormément ce qui se passe, dont on n'entend jamais parler d'eux à la télé d'ailleurs, aussi, ou très peu, peut-être maintenant, là, ces derniers jours, mais voilà. Donc moi, je serais plus peut-être positive dans le sens que je pense qu'il faut peut-être élargir un petit peu le cercle de ceux qui pourraient être partie prenante pour alors la création d'un État ou pas. Enfin, voilà, ça, j'ai pas vous l'avez expliqué, c'est peut-être pas la solution non plus, mais voilà, d'être beaucoup plus large dans ça. Et voilà, je trouve que c'est en tout cas un livre très intéressant pour ceux qui l'ont pas lu. Et j'aurais une question aussi sur votre situation à Lausanne. Je travaille dans le milieu universitaire et on se rend compte aujourd'hui qu'il est très menacé aussi par la définition qu'on veut donner à l'antisionisme. Et c'est très préoccupant. Là, l'Assemblée nationale en France a passé une loi qui risque de nous condamner à ceux qui parlent d'anti-sionisme vont être condamnés pour antisémitisme. Enfin bon, j'espère pas que ça arrivera là. Mais voilà, on le voit tous les jours en fait. Donc cette liberté aussi individuelle ou académique qui est préoccupante. On le voit à Harvard aussi. Enfin, on le voit aux États-Unis encore plus prégnante. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, mais j'avais beaucoup de commentaires et voilà, et questions aussi. Et sur le rôle des institutions internationales aussi, conventions qui jouent, voilà, qui ont été un peu laminées ces derniers temps. Merci beaucoup. Tu veux répondre d'abord ou je... Non, réponds. Ouais, à peu près. Non, c'est l'idée de, quand on dit que les pays arabes sont hypocrites, etc., mais faut pas être étonné. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas plus choqué parce que les Arabes, ils interviennent pas, les pays arabes n'interviennent pas. Je veux dire, les Palestiniens, ce sont justement les pays arabes sont les premiers ennemis des Palestiniens. Faut pas l'oublier ça. Enfin, ça marche ça. Et il me semble qu'à l'origine du mouvement palestinien, l'OLP, ce sont des laïcs. Il y a eu des laïcs, des chrétiens, des musulmans, des athées, y compris, il me semble que dans la charte, ils se battaient pour un État laïque. Et justement, les premiers ennemis qu'ils ont eus en face, c'était l'Arabie Saoudite, les pays musulmans en tant que tels. Je vais donner un exemple, le Maroc. Le Maroc, ils ont des accords économiques et militaires avec Israël. En ce moment-là, il y a des manœuvres au Maroc, des entraînements au Maroc avec des unités d'élite de l'armée israélienne, dont l'unité qui est à l'origine du massacre des 16 humanitaires palestiniens. Tout le monde connaît l'histoire, je pense, qui ont été massacrés. Et pour cacher le massacre, ils ont enterré les ambulances et puis les personnes qui voilà, vous m'avez compris. Et moi, il ne faut pas être étonné de ça. Au contraire. Et l'idée aussi de la politisation aussi à travers le mouvement palestinien, en France, moi je parle de la France, mais on le voit au niveau mondial, là, sur Gaza. Je veux dire, il y a une politisation des jeunes qui a émergé, qui a explosé là.
Avant ça, il y a toujours eu un soutien des Palestiniens par exemple dans les quartiers. Enfin, moi, je sais un peu mon expérience aussi, où on a toujours soutenu ces mouvements palestiniens. On avait tous un kéfi, etc. Et on l'a vu de moins en moins. Mais là, on voit des gamins, enfin même de collège, quoi, qui sont hyper solidaires et puis qui s'y mettent, quoi. Dans les lycées, dans les universités, on voit, enfin, il y a un niveau mondial. Enfin, moi, je compare un peu ça avec le Vietnam, quoi. Il y a une politisation énorme, quoi. Et c'est ça qui leur fait peur. Et que c'est justement le fait que cette jeunesse aujourd'hui, elle s'ouvre aussi à ça, c'est aussi un enchaînement parce que tu te poses plein de questions. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce qu'ils sont soutenus? Pourquoi il y a cette impunité, etc. Eh bien, toutes les questions qui se posent, eh bien, c'est aussi une conscience aussi politique qui s'éveille. Et c'est ça, moi, je pense, qui leur fait beaucoup peur. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle violence contre les manifestants, etc., une répression? C'est pas pour rien. Et puis les militants, enfin, je pense que toi, tu en as fait les frais, toi, tu as été viré, je sais pas, il me semble. Enfin, on le voit partout, quoi. Là, ils se réveillent tous, là. Samedi, ils ont fait une manif avec le PS, les Verts et le Parti communiste. Même Faure, il a parlé de génocide, sans déconner, ils se réveillent. Ça fait des mois qu'on en parle, quoi. Et c'est vrai que l'idée de se censurer, etc., bien sûr, il y a plein de gens qui se sont tirés, qui ont eu peur avec cette oppression. Quand tu dis sioniste, c'est antisémite. Mais non, non. Oui, on est antisioniste. On est antisioniste parce qu'on est contre la colonisation. Le sionisme, c'est la colonisation. Comme la guerre d'Algérie. Enfin, ça veut dire, voilà. Moi, des fois, je discute avec des copains, ils ont cette pudeur. Ouais, ouais, mais enfin, c'était des attentats à la Hamas. Oui, bien sûr, c'était des attentats que le Hamas il a fait le 7 octobre, bien sûr. Mais c'était quoi le FLN? Le 1er novembre, enfin, quand 54, c'était des attentats, des centaines d'attentats à travers l'Algérie. Ils ont même tué des civils, femmes, des enfants. C'était le début de la guerre d'Algérie, enfin de la révolution algérienne, comme on appelle en Algérie. On appelle ça la révolution, pas la guerre. C'est en France qu'on appelle ça la guerre. Voilà, et tout ça, moi, je pense que c'est une éveil et une conscience, quoi. Et, ça, faut pas oublier. Et que les premiers ennemis des Palestiniens, c'est aussi les pays arabes, il ne faut pas oublier. Sur la question, entre guillemets, de la libération de la parole, c'est aussi le résultat de lutte, hein. Pour moi, c'est extrêmement lié, de même qu'on voit le moment actuel, et bien sûr qu'il est opportuniste, mais c'est aussi parce qu'il y a eu un certain nombre de luttes, des gens qui n'ont pas cessé de construire des résistances par en bas, au niveau local, régional et international. Et donc, il devient, plus aisé d'exprimer une opposition à l'État d'Israël. Et en plus de cela se joint une partie, comme je disais, une partie euh, de personnalités ou de groupes politiques qui, sans remettre en cause la nature de l'État d'Israël tel qu'il existe, comme État d'apartheid et autres, dénoncent les crimes de l'État d'Israël, de Netanyahou. On peut voir un ancien ambassadeur israélien, Eli Barnavi, qui est mentionné à plusieurs reprises maintenant, et puis d'autres personnalités. Mais ça, c'est aussi, je pense que s'il n'y avait pas eu ces luttes, ça n'aurait pas été possible. Et je pense que c'est pas simplement par on se réveille, c'est parce que il y a une telle condamnation, c'est pas possible de cacher ce génocide qui est en train de se passer sous nos yeux. Deuxième chose, sur les États arabes, l'OLP et autres. Alors, l'OLP est d'abord fondée initialement en 63 comme un outil de politique étrangère par le régime nassérien en Égypte. Et eux vont s'émanciper de cela, les organisations palestiniennes, après la guerre de 67, la fin du nationalisme arabe et autres. Et leur demande, c'est un État, un seul État démocratique et acceptation de la population israélienne de confession juive, droit au retour. Alors, ce n'est pas le terme en soi, parce que c'est parfois mal traduit en français, madaniye, ça veut dire civil, c'est pas laïque. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une domination religieuse, suprémaciste, comme on l'a actuellement aujourd'hui avec l'État d'Israël. Mais c'est une acceptation de toutes et tous. Et tu as totalement raison, l'OLP était constituée comme la population palestinienne, majorité musulmane, mais avec une grosse minorité chrétienne, dont les principaux dirigeants d'ailleurs de la gauche palestinienne, eux-mêmes se définissaient de cette manière, c'est pour ça que je le dis, étaient issus de confessions chrétiennes de type Georges Habash, Naïf Hawatmeh, Front populaire de libération de Palestine, Front démocrate de libération de Palestine, des intellectuels de type Edward Saïd, etc., etc.
Vous aviez aussi des athées, une organisation de gauche très importante. Et c'est là où je vais faire le lien, c'est que l'Arabie Saoudite n'était pas frontalement contre, mais vont soutenir le courant droitier, conservateur, au sein particulièrement du Fatah. Fatah aussi, ça c'est une erreur souvent en France, même chez certains académiques, ils le décrivent comme un mouvement nationaliste laïque. Bon, c'est certainement un mouvement nationaliste, mais jamais laïque. Ils ne sont jamais déclarés laïques. Mais quand, dans les années 60-70, la gauche était forte, ils allaient plus à gauche. Et puis quand la gauche a commencé à diminuer, ils allaient plus à droite, tout simplement. Pour aujourd'hui d'être une coquille un peu vide, vous avez des différences au sein du Fatah. Et donc les monarchies du Golfe ont soutenu les courants les plus droitiers. Et ce qui a mené en fait aux accords d'Oslo en partie. C'est une des parties des raisons, il y a différentes choses, mais c'était l'affaiblissement de l'OLP, des choix de Arafat, la peur d'une alternative, un leadership alternatif au sein de la Palestine même après l'intifada et d'autres choses. Sachant que les accords d'Oslo n'avaient à aucun moment pour but la création d'un État palestinien, à aucun moment. D'ailleurs, c'est la seule chose qui est une concession des dirigeants israéliens à ce moment-là, c'est la reconnaissance de l'OLP comme représentant légitime des Palestiniens et Palestiniens. Tout ce qui est question de droit au retour, État, est repoussé à des discussions dans les années à venir. Mais dès les années après la signature d'Oslo, sous un gouvernement encore travailliste, donc de gauche, il y a accélération de la colonisation. Il faut savoir que en 93, vous avez à peu près 200 000 à 250 000 colons entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Aujourd'hui, on est plus que 700 000. Okay, sans parler de l'accaparement des terres. Donc, les États arabes, les classes dirigeantes arabes sont dans un cadre d'alliance pour leur grande majorité avec l'impérialisme occidental, veulent maintenir leur pouvoir. Et la question palestinienne, ça a toujours été un symbole de lutte, d'émancipation, et voilà, à travers la Palestine, en fait, d'ailleurs, beaucoup de militants et militantes qu'on va retrouver au début 2011, que ce soit en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Égypte, au début des processus révolutionnaires qui vont jouer un rôle important, pour beaucoup, quand vous leur parlez, ils ont fait leur classe politique lors de la deuxième intifada, durant les années 2000, pour dénoncer la répression israélienne des Palestiniens et Palestiniens. Ils vont faire leurs premières armes politiques à travers la question palestinienne. Et à travers cela, il y a une critique qui s'est développée de leur propre régime, au niveau autoritaire, politique néolibérale à austérité, lien avec l'impérialisme, etc. Donc il y a un lien qui est constant, et c'est pour ça que les cercles dirigeants arabes voient ça comme une menace. Et là, je fais le lien, encore une fois, avec les mouvements en Europe. Je suis totalement d'accord, c'est ce que je voulais dire par accumulation d'expérience, l'appui de l'éveil, de la politisation et de la radicalisation politique de la jeunesse, mais plus généralement de la population. Sur la question, non, je reste persuadé, je pense qu'il y a deux questions. Je pense que c'est uniquement à travers un programme de gauche internationaliste qu'on pourra avoir la libération de la Palestine, parce que c'est une rupture avec des dynamiques impérialistes et en partie liées au capitalisme, les énergies fossiles, que le système économique mondial on vit là-dedans. Quand on dit ça, et ça, bon, peut-être Philippe pourrait revenir, mais ça c'est un de nos combats, je pense, une tendance qu'on essaye de défendre, en tout cas moi, et je pense que c'est un moment particulier partout dans le monde absolument fondamental, c'est d'affirmer une radicalité, c'est la nécessité d'affirmer une radicalité, mais dans une perspective d'unité. Ça veut dire faire les ponts. Pour moi, c'est pas intéressant d'être un commentateur de la vie politique, ou uniquement un commentateur de la vie politique. Mon but, c'est d'influencer la politique au quotidien, et c'est de créer ce qu'on appelle dans une certaine tradition les fronts unis, et dans lequel on peut retrouver des démocrates. On peut retrouver une partie de personnes qui parfois on va peut-être s'opposer. Mais c'est absolument indispensable aujourd'hui ces formes de front unis. Et ce qui est aussi, en faisant des expériences en commun, on radicalise des populations, on radicalise des individus, on radicalise des groupes, parce qu'ils vont aussi faire de l'autre côté, peut-être pour la première fois pour certains et certaines, ben voilà la répression. Qu'on est dans un mouvement palestinien, parce que pour beaucoup, ils n'avaient peut-être pas vécu auparavant, sur la question de l'antiracisme, ça va radicaliser tout un certain nombre de personnes. Donc c'est d'affirmer, oui, il faudra un programme de rupture de gauche, ça j'en suis persuadé, mais dans une perspective unitaire. Ça ne peut pas se faire par une petite minorité. Si on croit voilà, à l'émancipation de toutes et tous, ça se fait par eux et elles-mêmes, par les travailleurs et travailleuses. Maintenant, ça vient aussi sur la question du droit.
la Cour internationale de justice, le droit international. Qu'est-ce qu'on fait de ces outils? Il faut être clair. Moi, je pense que c'est important de s'appuyer sur les rapports d'organisations de droits humains, Amnesty, Human Rights Watch, sur la Cour internationale de justice, sur ce qu'elle dit. Je pense que c'est absolument crucial dans notre développement d'idées, dans notre développement d'une rhétorique par rapport à la population et autres. Le problème, je pense, c'est qu'on va tourner ces outils comme des outils stratégiques et pas tactiques. Non, tout est rapport de force. Il faut dire les choses comme elles sont. Si on ne crée pas un rapport de force qui permet des concessions, c'est malheureusement pas simplement par un débat qu'on va gagner. Sinon, au niveau des idées, on a trop prouvé que le système capitaliste est pourri, qu'il va détruire le monde, qu'il est patriarcal, qu'il est raciste, etc. Ça, on a développé tout un... Et on a une super librairie aussi qui vous montre, dans laquelle beaucoup de livres développent ces idées. Mais c'est toute une question de rapport de force. Et encore une fois, je reviens à mon point sur le début. Si aujourd'hui aussi, il y a des gens qui prennent plus la parole sur la Palestine, c'est parce qu'il y a eu des luttes. C'est pas vient du ciel comme ça et on dit merci, alhamdulillah, grâce à Dieu. Non, c'est pas comme ça simplement. C'est pas comme ça simplement. Et donc, c'est des outils importants, mais dans une perspective tactique, pas stratégique. C'est toujours le rapport de force, construire par en bas, qui permettra une différence selon moi. Et donc, c'est comme ça que je réponds à votre question. Ce qui est vraiment affirmé, pour moi, c'est très, très important, cette idée d'affirmer une radicalité, mais toujours dans une perspective d'unité. De ne pas être des commentateurs de la vie politique, d'y agir. On peut faire parfois des erreurs, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est de ne pas faire d'accumulation d'expérience. Ça, c'est la pire chose, selon moi. Donc voilà, sur ces questions réunies. Peut-être il y avait un dernier point sur question antisémitisme, antisionisme. Déjà réaffirmer, comme je dis dans le livre, que c'est aussi la gauche, pour une grande majorité, qui affirme qu'on lutte contre toutes les formes de racisme. L'islamophobie, l'antisémitisme, etc. Et que moi, je faisais partie des gens, mais même depuis 2014, qui ont vidé des manifestations, les pro-Soral, Dieudonné, qui pour moi sont des gens qui nuisent à la question palestinienne. Et c'est de nouveau là, on voit que ça doit être ancré dans une gauche internationaliste, humaniste et autres ça. Mais au-delà, c'est de voir comment les racistes se nourrissent. Quand il y a une montée de l'islamophobie, il y a une montée de l'antisémitisme. Et aussi de comprendre qui sont les producteurs de cet antisémitisme. Et on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, un des principaux producteurs de l'antisémitisme, au-delà que ce soit toujours l'extrême droite, c'est l'État d'Israël par ses propres politiques, en se revendiquant comme étant le représentant de toutes les populations juives mondiales, alors que ce n'est jamais été le cas, et encore moins. Et je pense qu'il est fondamental, et j'en parle dans le livre aussi à la fin, et ça se développe aussi en Europe, mais pas de la même manière, c'est le mouvement dans la jeunesse américaine de confession juive. Pour la première fois depuis 1967, je pense qu'il y a une rupture avec le sionisme qui était dominant, politique. C'est la première fois. Que ce soit dans les campus américains, que ce soit dans la gauche américaine et autres. Et ça s'est développé depuis déjà Bernie Sanders et autres, mais pas simplement. Black Lives Matter, des liens qui ont été faits. Et puis il y a des raisons propres aussi aux États-Unis. C'est une population, confession juive, de 7-8 millions. Ils ont vu qu'une partie de leur leadership, ceux qui ont pris le dessus, sont de plus en plus ancrés dans la droite conservatrice, réactionnaire américaine. Ils ne se retrouvaient plus là-dedans. Donc, on voit qu'il y a comprendre qui sont les producteurs pour mieux combattre. Et donc, ça peut pas être qu'on comprend ça, on comprend que ça ne peut pas être les Macron et les autres qui font une instrumentalisation de cette question, notamment pour silencier. Mais partout, on le voit, et encore une fois, l'extrême droite peut être antisémite et se proclamer comme le principal défenseur de l'État d'Israël. Et il n'y a pas de contradiction du tout là-dessus. Historiquement, d'ailleurs, il y a des liens. Cela dit aussi, c'est replacé, je dis un peu dans le livre, mais l'antisionisme aussi, dans une lecture, c'était le mouvement dominant, je dirais presque jusqu'à 1967, sur la majorité de la population juive mondiale. Alors, 1948, il devient de plus en plus dominant, mais historiquement parlant, le mouvement sioniste est un mouvement minoritaire en Europe. Alors, déjà, c'est un mouvement européen. Ce n'est pas un mouvement qui concernait, pour une grande majorité, à 99%, les juifs orientaux, c'est-à-dire du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions. C'était un mouvement profondément européen parce que c'était des réponses à
l'antisémitisme montant, le nationalisme exacerbé, montée de l'extrême droite, le colonialisme, en Europe. Mais c'était un mouvement ultra minoritaire. Là, vous avez, je crois que j'ai vu aussi, c'est un autre livre qui a été sorti par Sileb, c'est les Juifs antisionistes de Siponi, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui retrace toute une histoire qui existait. Et même le seul ministre britannique en 1917 qui s'oppose à la déclaration de Lord Balfour, et je le mentionne dans le livre, c'est un ministre, dont le nom m'échappe, mais c'est un libéral de confession juive, qui dit à travers cette déclaration, vous nourrissez, entre guillemets, le discours d'extrême droite qui dit nous ne sommes pas des véritables citoyens anglais. Donc même chez les libéraux, il y avait cette opposition. Ce n'était pas simplement au sein de la gauche antisioniste, mais même au sein d'une partie des libéraux et autres. Donc je crois que j'ai répondu aux deux questions. Je crois. Hein, ah oui, on peut en parler, il n'y a rien de caché. Donc j'ai rejoint des camarades aussi qui ont aimé ces expériences. Non, là on a, depuis janvier, quand ça a été officialisé, on a mené une relativement bonne campagne sur le campus avec les étudiants, des profs, le syndicat, dans un cadre quand même que la Suisse, c'est pas la France, hein, au niveau de mobiliser par en bas et tout, mais on a et le corps enseignant, parce qu'aussi le monde universitaire, c'est quand même spécial. Les gens sont relativement isolés généralement, même s'il y a... Bon, j'ai reçu un soutien de mon institution de recherche, de ma faculté. Donc on a fait tout un certain nombre de choses. On est aussi... on poursuit la voie judiciaire. Mais il faut savoir que même si, voilà, a priori, l'instruction va véritablement s'ouvrir en l'automne prochain, automne de cette année, pardon, fin de l'automne, même dans le cas où je gagnerais, le mieux, ce serait quelques compensations financières, mais à cause le droit au travail en Suisse n'oblige pas l'employeur, notamment dans le secteur public, de me faire revenir. Donc pour l'instant, je prends beaucoup de consultances et je cherche un autre boulot académique que j'avais trouvé à Beyrouth, mais bon, voilà, Trump a décidé de couper dans l'éducation massivement, y compris dans les universités étrangères qui sont affiliées avec en partie des fonds américains. Donc l'université américaine de Beyrouth, la position que j'avais obtenue a été gelée. Donc le combat continue à l'université aussi de la fac de Lausanne, avec les étudiants, le corps enseignant, on s'organise avec le syndicat, mais c'est un combat long, et puis c'est souvent, on voit, on le savait déjà, mais ça reflète aussi un monde judiciaire qui est tout fait, en fait, de loi qui est tout fait pour l'employeur, qui a tout le temps, en fait. Il peut attendre 1 an et demi, lui, il s'en fout. Par contre, pour les travailleurs et travailleuses, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut chercher autre chose, il n'y a pas... la Suisse, c'est un des pays les plus conservateurs, si ce n'est réactionnaire, en Europe. Hein. Il faut quand même rappeler que c'est simplement en 1971 que les femmes ont obtenu le droit de vote. Au niveau des droits des femmes, c'est quand même pas le plus avancé. Au niveau des droits des travailleurs travailleuses non plus. Vous avez plus d'1 million de personnes étrangères, mais donc à peu près 20% de la population, mais qui, pour une grande majorité, pour obtenir la nationalité suisse, si c'était facilité. Et dès lors, n'ont pas de possibilité de droit de vote et autres. Donc voilà ma situation personnelle. Mais disons, après, on continue la lutte parce qu'il n'y a pas d'alternative, hein, tout simplement. Alors ici, le studio, ici Cognac, j'ai des questions. J'ai noté 3 questions en ligne. Bon, ça peut éloigner du sujet, mais bon, ça fait le lien aussi. Il y avait l'expérience communaliste du Rojava. Voilà, le lien avec la lutte pour les droits des peuples palestiniens, pour la démocratie, ça peut le faire. Hein. Il y a une question aussi sur les sionistes de gauche. Est-ce qu'on peut les considérer ou les voir comme des anticolonialistes, étant donné la lutte contre l'impérialisme britannique à un moment donné. Enfin voilà, donc c'est une question qui est posée comme ça. Je ne sais pas si je comprends bien la question ou si je l'interprète bien. Et il y avait aussi comment influencer ou sensibiliser la population israélienne par rapport à cette question coloniale. Et parce que la question, la personne qui pose la question, c'est de considérer que ça va se jouer aussi pour beaucoup à l'intérieur d'Israël. Est-ce que cette population israélienne, est-ce que
les juifs de droite, de gauche, enfin, est-ce qu'il peut y avoir un moment donné où est-ce qu'il se passe quelque chose de ce point de vue-là? Parce qu'on avait vu les mobilisations par rapport à la libération des otages, et puis bon, on voit bien aussi que Netanyahou n'est pas en odeur de sainteté, si on peut le dire comme ça. Mais voilà, donc est-ce qu'il y a possibilité d'une mobilisation, même si ça paraît compliqué, mais enfin voilà. Donc voilà, c'est les 3 questions que j'ai notées. Enfin, si tu peux faire avec, ça serait pas mal, quoi. Hein, Merci Philippe. Non, sur la question du Rojava, qui d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une décision qui a été prise par l'autorité autonome du nord-est de la Syrie. Son prénom ne s'appelle plus Rojava depuis quelques années. Mais c'est, disons, le nord-est de la Syrie, où vous avez une population kurde relativement importante, mais c'est une région très diverse, où vous avez des Arabes, des Assyriens, des Arméniens, et d'autres populations. C'est pas comme le Kurdistan irakien où vous savez 90% de Kurdes, d'accord? Donc c'est des régions beaucoup plus diverses. Et dans ce cadre-là, depuis l'éruption du processus révolutionnaire syrien en 2011, et plus particulièrement après 2012, vous avez eu la mise en place de ce que j'ai appelé l'autorité autonome du nord-est de la Syrie, qui a pris différents noms, dont Rojava à un moment donné, et qui est dirigé par le PYD, donc le parti sœur du PKK. Ok, ça c'est la situation. Il y a des choses intéressantes au sein de l'autorité autonome du nord-est de la Syrie. Et pour moi, qui soutient l'autodétermination du peuple kurde, que ce soit en Syrie, en Turquie, en Iran ou en Irak, c'est une chose positive que les populations kurdes peuvent s'auto-administrer. Ça, il n'y a pas de... pour moi, c'est quelque chose de très important de l'affirmer, surtout que et ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant dans les débats, parfois qu'on trouve plus en Europe qu'au Moyen-Orient, tout qu'on parle de post-colonialisme, c'est que les États post-coloniaux ont fait des politiques très nationalistes et chauvines et de discrimination systémique. Il y a une discrimination systémique des populations kurdes en Syrie depuis la création de l'État syrien. Mais de même qu'on peut le trouver dans d'autres mouvements tiers-mondisme. Si vous regardez dans le panafricanisme, Nkrumah par rapport à certaines populations au sein du pays où il était dirigeant. Et en Syrie, c'était contre les populations kurdes, qui étaient à un moment donné, dans les fin des années 50, début des années 60, caractérisées comme les sionistes de l'intérieur. Donc ça veut dire exogènes à leur propre société. Et on va avoir des politiques de colonisation. Ça veut dire on va mettre des Arabes dans les régions à majorité kurde pour empêcher ce qu'on a appelé la ceinture arabe. Sans parler en Irak, voilà, Saddam Hussein, c'est l'arme chimique et autres. Bon, en Turquie aussi, politique discriminatoire très claire. D'ailleurs, il y a un livre très intéressant, écrit par un camarade dont maintenant j'oublie le nom, mais c'est en anglais, qui reprend la thèse d'une journaliste américaine qui s'appelait Sarah Roy, de politique de dédéveloppement qu'a fait Israël par rapport aux territoires occupés en Cisjordanie et Gaza. Donc, empêcher toute forme de développement productif de l'économie palestinienne, entre 67 et jusqu'à aujourd'hui. Lui, il parle de l'État turc par rapport au début du XXe siècle, après, je crois, la création de la République d'État turc, par rapport aux régions du sud-ouest, majorité kurde, et de politique de dédéveloppement, empêcher toute forme de développement productif, économique dans ces régions. Donc maintenant, les côtés positifs, c'est aussi le fait qu'il y ait des formes de laïcisation des lois, respect des différentes diversités de la population, et surtout, pour ce que ça a été mis en avant, un encouragement de l'émancipation et la participation des femmes à tous les niveaux de la société. Okay, et pas, comme c'est souvent mis, le côté militaire. Parce que ça, c'est à double tranchant. Israël fait la même chose, en disant, nous aussi, on a des femmes dans l'armée d'occupation israélienne. Non, c'est surtout dans la société, de manière plus générale. Et ça, c'est des choses à louer. Après, le problème, c'est de nouveau en Europe, il y a une perspective dans certains milieux, ce qui est intéressant d'ailleurs, autonomes, anarchistes, qui sont toujours plutôt réticents à parler de formes de partis et tout ça. C'est pas la Commune de Paris, donc c'est pas un pouvoir par en bas, les municipalités qui décident. Non, c'est une structure relativement autoritaire par en haut. Alors, et il peut y avoir différentes raisons. On est dans une guerre, il y a des menaces, mais de répression de militants démocrates ou parfois peut-être droitiers, issus plutôt du camp Barzani au nord de l'Irak, mais aussi des personnes de gauche. Il y a eu des violations des droits humains. Il n'y a pas du tout une perspective de changement radical au niveau économique. Au contraire, il y a plutôt des formes de continuité par rapport à d'autres régions.
Donc il y a des formes positives et négatives. Alors après, quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, personnellement, j'ai toujours défendu la perspective que la gauche en Syrie devrait faire des formes d'alliance aujourd'hui, et même auparavant, avec les autorités autonomes du Nord-Est de la Syrie, avec le PYD, avec d'autres partis kurdes, dans une perspective de construire une nouvelle Syrie qui serait fédérale, laïque, espérons sociale, socialiste, par rapport surtout maintenant à un nouveau gouvernement mené par Hayat Tahrir al-Sham, donc autoritaire, qui veut construire un nouveau régime autoritaire. Et parce que je trouve que l'expérience en Turquie, et donc c'est pas une alliance, pour être clair, des minorités dans le sens confessionnel, c'est dans un projet d'émancipation démocratique et sociale. Je trouve que l'expérience en Turquie du DEM et auparavant HDP est relativement intéressante, parce qu'elle remet en cause les piliers en Turquie de l'État basé sur à la fois le génocide et de la domination à la fois ethnique turque et islam sunnite. Donc pour moi, là, en Syrie, c'est aussi de remettre en cause les piliers d'un État à la fois basé sur une domination arabe et islam, donc dans une perspective d'émancipation. Et donc voilà ce que je dirais par rapport au mouvement national kurde. Il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives, il y a des choses à louer. Il faut soutenir l'autodétermination du peuple kurde, quelle que soit notre position par rapport à son leadership, comme dans le cadre de la Palestine, parce que si on devait juger par rapport à son leadership, on n'est pas dans la merde, disons. On n'est pas bien, parce qu'on est sur la télé. Il y a Hamas, Fatah, donc c'est moyen. Et de même que, par exemple, quand il y a eu le référendum en 2017, je crois, pour le Kurdistan irakien, pour son indépendance, je ne vais pas prendre position par rapport au fait que ces dirigeants, le principal, Barzani, c'est un féodal réactionnaire, disons, c'est par rapport à l'autonomisation du peuple kurde. Donc voilà comment dire par rapport au Rojava, je pense qu'il y a des expériences intéressantes. Pour moi, l'horizon socialiste, ce serait une fédération d'États socialistes au Moyen-Orient. Et il faut savoir que dans l'histoire, il y a eu des collaborations entre le PKK et des organisations palestiniennes. Notamment, le PKK a eu des martyrs, avec des soldats tués durant la défense de Beyrouth, lorsque Beyrouth était sous le siège israélien. Alors, après, c'est rentré un peu trop dans les détails, mais il y avait des alliances aussi politiques. PKK, à l'époque, était allié au régime syrien des Assad contre la Turquie. Et aussi, ils avaient des camps qui étaient donnés par... Mais aussi, le problème, c'est que cette alliance qui avait pu avoir lieu dans le passé s'est un peu distendue parce que du côté du mouvement national palestinien, il y a eu des soutiens à Saddam Hussein. Bon, pas copain avec les Kurdes, comme vous savez, les massacres, Al-Abja et autres. Et aujourd'hui, c'est Hamas qui partie soutient le régime turc d'Erdogan, pas copain non plus avec les Kurdes, comme vous le savez. Et de même, vous avez un dirigeant du Hamas, Khaled Meshal, qui a dit, à un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez une région de la Syrie du nord-ouest qui s'appelle Afrin, qui était à majorité kurde, qui a été envahie par l'armée turque, aidée par des proxys de l'armée nationale syrienne. Et il y a eu un changement démographique, un nettoyage ethnique, 150 000 Kurdes sont partis, et Khaled Meshal, donc dirigeant de Hamas, a salué cette occupation. Donc, ce qui est problématique, c'est deux peuples soumis à des formes de colonisation différentes et d'oppression. Donc il faut reconstruire cela. C'est tout à reconstruire par en bas. Il y a des vraies difficultés, mais pour moi, c'est un travail que j'essaie de mener à travers différents mouvements en Syrie et autre part. Mais c'est refaire ces liens et de voir qu'ils ont plus de liens en commun parce que ce soit les Palestiniens qui comptent, alors je dis les Palestiniens, pardon, les leaderships palestiniens qui comptent sur les États régionaux pour les aider à se libérer, ou bien à différents moments, le leadership kurde qui compte sur les Américains pour les aider à se libérer, tous les cas, ils ont été laissés tomber avec des conséquences dramatiques. Donc voilà, pour dire par rapport au Java. Alors, sioniste de gauche, et Netanyahou, comme je le remets dans une perspective historique, le problème, c'est qu'on peut être critique du gouvernement de Netanyahou, s'inscrire dans une histoire de la gauche sioniste, mais ne pas remettre en cause l'État colonial. Puis en France, il y a eu aussi une partie de la gauche qui ne remettait pas en cause l'Algérie coloniale, etc. Donc c'est la même chose par rapport aux sionistes de gauche. Parce que si on leur dit oui, c'est pas bien l'occupation, alors bon, ok, c'est bien, on peut travailler là-dessus, c'est pas mal, d'accord. Quid du système politique israélien qui est caractérisé d'apartheid? Ouais, non, bon, là, c'est un peu plus compliqué. Et puis le droit au retour des Palestiniens et Palestiniens.
ouais, alors non, ça va changer et tout. Ben non. Donc on soutient un État suprémaciste, en fait, avec unité. Donc c'est là où, non, pour moi, on peut pas. Il y a une contradiction dans les termes. Il y a une contradiction dans les termes, comme quand on était dit de gauche et on soutenait la colonisation en Algérie. Pour moi, c'est absolument similaire. Donc non, il y a un vrai problème. Après, et j'en parle dans le livre, il faut saluer tous les groupes, et il y en a, les individus israéliens antisionistes qui luttent contre la nature de l'État d'Israël, contre l'occupation, la colonisation. Il y en a. Il y a des personnalités connues. Il y avait le groupe dans les années, fin des années 60, Matzpen. Connu en France aussi, Michel Varjarski et autres, mais Mekay Makover, d'autres, plein de gens, Eliane Papé et encore et des autres. Donc ça, il faut les saluer. Et il faut saluer de même quand il y a des formes de collaboration qui ont lieu sur le local. Après, c'est la question stratégique qui est reposée. La grande majorité jusqu'à aujourd'hui de la population israélienne bénéficie matériellement de l'existence de l'État d'Israël, en plus d'une hégémonie, d'une idéologie qui déshumanise les Palestiniens et Palestiniennes depuis leur enfance. Ils sont embrigadés dans l'armée d'occupation israélienne, etc. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. C'est pas dire qu'il ne faut pas avoir de collaboration, mais dire « Ah, c'est avec ça qu'on va pouvoir libérer la Palestine ». Non, c'est pas vrai. Et c'est aussi une des raisons pourquoi on demande un boycott académique. C'est qu'à aucun moment, le syndicat des étudiants ou des profs en Israël ont dénoncé le génocide ou l'occupation ou l'apartheid. Au contraire, ils y participent. Ils essaient de la rendre plus efficace. Donc, c'est ça la question. C'est encore avoir une analyse matérialiste. C'est pas dire essentialiste, de dire les Israéliens ils sont méchants parce qu'ils sont comme ça. Non, c'est de comprendre pourquoi il y a ce cycle de violence. Pourquoi il y a cette orientation toujours plus à droite, dans une perspective de colonie de peuplement. C'est de comprendre, voilà, ces dynamiques. Et encore une fois, c'est pas dire qu'il faut refuser des formes de... Mais c'est pas ça qui va permettre la libération de la Palestine. Ça, il faut être clair. Et de même qu'à travers l'histoire, généralement, c'est pas avec les colons qu'il y a eu la libération. Il faut dire les choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des personnes issues de la métropole coloniale qui n'étaient pas favorables à la libération. Mais dans la grande majorité, ce n'était pas le cas. C'est un changement des rapports de force. Et c'est là où on voit de nouveau la question de la nécessité de lier révolution palestinienne, régionale, avec une solidarité internationale. Donc, vraiment bien comprendre ce message, parce que des fois, c'est perçu comme « Ah oui, mais lui, voilà, encore un qui ne veut pas considérer qu'il y a une classe ouvrière israélienne qui peut être notre allié. » Mais oui, mais ce n'est pas la même chose. C'est bien sûr qu'il y a une classe ouvrière israélienne. Bien sûr que la société israélienne est divisée à travers des strates sociales, qu'il y a des formes de racisme au sein de la société israélienne. Mais c'est de comprendre pour la grande majorité, ils ont un intérêt matériel, sans parler de l'hégémonie idéologique de la conception sioniste. Okay. Et quand on a compris ça, on dit c'est pas qu'on refuse, c'est qu'on stratégiquement c'est pas avec cette partie de la population. D'ailleurs, même la gauche sioniste, elle est quasiment, elle vaut pas grand chose aujourd'hui, hein, et c'est sans parler de la gauche antisioniste, malheureusement. C'est quoi la dernière question ? Vous regardez même les gens, encore une fois, il y a tout un certain nombre de rapports, dans les manifestations, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Les 2 manifestations de masse qu'il y a eu ces 15 dernières années, vous avez eu ce qu'on avait appelé le printemps israélien en 2011, pour critiquer la vie chère dans les grandes villes israéliennes et autres. Une partie de la réponse du gouvernement israélien par rapport à ce mouvement, ça a été d'accélérer la colonisation de la Cisjordanie pour permettre des logements moins chers. Après, on a eu, avant le 7 octobre, un mouvement large d'opposition à Netanyahou qui renforce, c'est vrai, le système autoritaire israélien et autres. Il était interdit de venir avec un drapeau palestinien. Certains des députés, comme Ayman Aoudé et d'autres qui ont essayé d'aller, ont été mis dehors. Et il n'y avait que le drapeau israélien qui était le pignon sur rue. Et on n'avait pas le droit de parler de l'occupation et d'autres choses. Donc, c'est encore une fois de dire, s'il faut construire quelque chose, déjà, c'est avec une gauche antisioniste convaincue qui veut mettre fin à un système colonial, mais qu'on a actuellement. Et encore une fois, pour la grande majorité, les manifestations qui ont lieu pour l'arrêt de la guerre, surtout pour le retour des otages, c'est pas le pilier principal, l'objectif premier, c'est la question des Palestiniens et Palestiniennes. C'est la question des otages. C'est pas
Et c'est une différence, voilà, très nette. Donc, c'est voilà comment on répond à cette question. Et je pense qu'on peut affirmer cela tout en adoptant toujours une position internationaliste et anticolonialiste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En France, j'ai l'impression que le pouvoir politique se sert de la question palestinienne pour faire monter l'extrême droite. Enfin, en voulant dissoudre par exemple, Urgence Palestine ou en assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme. Que voilà, c'est des méthodes normales, que c'est les méthodes que l'extrême droite adopte. Après, ça va favoriser l'extrême droite. Parce que oui, c'est normal de dissoudre une organisation, ça ouvre la boîte de Pandore. Est-ce que c'est visible à l'échelle, à toute l'échelle occidentale? Ou je sais pas, peut-être c'est qu'en France. Oui, voilà, les dirigeants occidentaux aujourd'hui ils bégayent parce qu'ils ont peur parce qu'être accusé d'un génocide à l'avenir ce sera un fardeau. C'est pas parce qu'ils ont pitié des Palestiniens particulièrement. Donc voilà, je me pose cette question. Je pense pas que c'est simplement pour plaire à une partie pas forcément de l'extrême droite ou de l'électorat, mais il faut bien voir qu'il y a une accélération des dynamiques, je dirais. On n'est pas encore en système autoritaire, sinon on ne serait pas là, ou ce serait très compliqué. Mais depuis 2008, la crise financière et une crise de l'hégémonie politique du néolibéralisme, qui s'est de plus en plus pris une tournure autoritaire et une montée de l'extrême droite et des groupes fascisants et autres, et dans laquelle la gauche a du mal à se présenter comme une alternative. Et dans ce cadre-là, quand la gauche a du mal à se présenter comme une alternative, la politique erreur du vide, ça va toujours plus vers la droite. Parce qu'il faut se rappeler, encore une fois, l'interdiction de manifestation sur la Palestine, ça n'a pas commencé avec la droite, mais avec un certain président du Parti socialiste, François Hollande, en 2014. Et on a d'autres exemples, encore une fois, on peut revenir sur le fait que c'est quand même c'est sous Obama que commence Black Lives Matter, je crois. Donc c'est pas simplement la question d'une extrême droite autoritaire, non, le projet néolibéral pour défendre sa domination prend un aspect de plus en plus autoritaire. Et ce qui fait que cela normalise l'extrême droite, en fait. Ce qui fait que c'est de plus en plus difficile, honnêtement, de dire non, ça sera quand même mieux sur Macron que Marine Le Pen. Ça devient aller dire ça aux Gilets jaunes, aller dire ça à Urgence Palestine, etc. C'est pas pour dire que moi, voilà, je pensais que c'était encore, et je pense que c'est moins pire, mais c'est la question, quand tu votes pour le moins pire, ça va aller vers le pire si on ne construit pas vers l'alternative. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir ça simplement comme une manière de couper l'herbe sous le pied de l'extrême droite en se montrant encore plus autoritaire, soi-disant restrictif, mais dans une dynamique beaucoup plus globale. Et oui, que ce n'est pas limité simplement à la France, ça c'est très très clair, mais dans des dynamiques plus internationales liées plutôt à une crise de l'hégémonie dominante, je dirais, du néolibéralisme, et cela depuis 2008. Et encore une fois, on revient à cette question de la nécessité, selon moi, de construire cette alternative de gauche à la fois radicale et unitaire, qui n'est pas contradictoire, mais qui prend beaucoup plus de travail que de rester à l'écart. Donc, non, c'est une dynamique qui n'est pas liée simplement à la France. On trouve dans d'autres pays européens, avec des différences notables. Par exemple, si on va dans l'État espagnol, moi j'étais étonné, c'est un soutien beaucoup plus fort pour la Palestine et qui est même matérialisé par les prises de position du Premier ministre de l'État espagnol, appelant à la fin des ventes d'armes et d'autres choses, mais qui est aussi le résultat de luttes et d'histoires particulières dans l'État espagnol, notamment si on prend la question de la Catalogne,
si on prend la question du Pays Basque, où il y a une histoire de collaboration avec des mouvements palestiniens, la question de l'autodétermination. Et donc là, de nouveau, on voit c'est la question de rapport de lutte ou bien d'expérience historique. L'Irlande prend de telles positions parce qu'ils ont subi le colonialisme britannique. Ils savent ce que c'est la colonisation. Donc même si je vais prendre un constat en Suisse, qui a des aires politiques ou géopolitiques, entre guillemets, un peu différentes. Moi, je suis en Suisse romande, donc on parle français, on est beaucoup plus influencé par la France. On a la Suisse allemande qui est beaucoup plus influencée par le débat allemand. Alors, en état, dans les cantons romans où on parle français, l'histoire d'une militance avec la Palestine elle date de 30-40 ans. Ce qui fait que vous avez même des partis du Parti socialiste au niveau cantonal, du département, si vous voulez, qui ont des positions beaucoup plus radicales, mais parce qu'ils ont une pression à gauche, parce qu'une gauche radicale beaucoup plus importante, il y a une expérience de militante. En Suisse allemande, c'est impossible pour deux raisons. C'est qu'il n'y a quasiment pas de gauche radicale, beaucoup moins une expérience militante sur la Palestine, et vous avez le débat allemand qui est importé. Donc ça veut dire si... c'est un peu, vous savez, les mouvements dits de gauche anti-Deutsch. Ça veut dire on est contre le nationalisme allemand et dès lors on est pro-Israël. Alors vous avez ça un peu aussi en Suisse allemande, à moins, mais le fait que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des débats sur la Palestine en Suisse allemande qu'en Suisse romande. Mais ça, c'est aussi le résultat d'équilibre politique et de militance qu'il y a pu avoir par le passé. Donc voilà, c'est pour montrer qu'il y a une diversité, mais aussi on vit une crise profonde du système politique, disons. Et sans alternative, moi, j'ai peur pour l'avenir. C'est pour ça que je dis que Gaza est un reflet du monde politique dans lequel on vit, de la crise politique profonde. Enfin, comment tu l'expliques ce retournement là, de journalistique, politique, d'intellectuels qui commencent à prendre position, qui se réveillent. Enfin, moi, j'ai une idée, mais bon, après, c'est ton analyse qui m'intéresse. Non, je pense que l'élément principal, encore une fois, c'est la question des luttes par en bas. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas cesser de le répéter. Je pense que c'est super important, que c'est en partie dû à ça, et qui pousse une pression sur ceux qui sont plus en haut. Et dès lors, le fait que ceux d'en haut expriment des formes de critique aujourd'hui ou des formes de réveil est reflété dans les médias dominants en disant peut-être en fait c'est quelque chose qu'on a le droit de parler, que c'est pas si catastrophique de parler des violations de droits humains, qu'en fait que c'est peut-être pas tout de la faute de Hamas, c'est vrai, même si on les aime pas trop, peut-être il y a un petit truc quand même qui va pas. Et que de dire que bon, quand même, toutes ces images sont peut-être pas des fakes, oui, qu'il y a, selon les chiffres officiels, je crois qu'on a dépassé 60 000 morts, mais qu'on est probablement à 10 fois ce nombre, en réalité, à 90% de la population déplacée. Donc je pense que cette dynamique, il faut la comprendre comme ça. Le mouvement par en bas qui fait pression. Après, il y a aussi... voilà que ça les met ces mouvements par en bas, ces mouvements de crise, fait aussi que ça crée des pressions sur ceux d'en haut qui sont obligés de réagir à un moment donné et qui vont émettre quelques critiques. De même, le fait qu'un certain nombre de régimes arabes, d'ailleurs il y a une volonté avec la France de faire, je crois que c'est dans quelques mois, une conférence sur la Palestine, elle est une réponse à la fois à la pression par en bas dans les pays arabes. Disent on doit essayer de faire quelque chose, de faire semblant de faire quelque chose pour les Palestiniens, pour diminuer les critiques des populations par en bas. On doit faire semblant de faire quelque chose. Et dès lors, d'aller vers une reconnaissance, une feuille de route vers l'État de Palestine peut être utile dans ce cadre-là. Parce que, il ne faut pas oublier, l'Arabie Saoudite qui a gelé pour l'instant sa normalisation avec l'État d'Israël, l'a gelé. C'est un choix stratégique pour l'État d'Israël, surtout pour l'Arabie Saoudite, pour l'Arabie Saoudite, dans le cadre, et puis les États-Unis poussent ça énormément pour consolider leur hégémonie dans la région, surtout avec la montée en puissance des États-Unis et par la pression par en bas. Il faut qu'ils montrent à leur population qu'ils font quelque chose pour la Palestine. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'un Sisi, le dictateur Sisi égyptien, a des paroles lors du dernier sommet arabe de Bagdad qui critiquent la politique israélienne, qui, s'ils sont tenus par un manifestant égyptien en Égypte, il est emprisonné. Et ce n'est pas forcément contradictoire, c'est juste que voilà,
Donc je pense qu'il faut comprendre comme ça l'analyse pour moi. Moi, j'ai une question. Je sais pas si on m'entend. Non, mais je me demandais souvent, enfin, on entend parler soit de la reconnaissance de l'État de Palestine pour avancer vers la paix, soit d'un État binational. C'est quoi votre constat là-dessus et qu'est-ce qu'on peut en dire? Ah oui, désolé. C'est de la censure. Non, alors la première chose à dire sur cette question, je pense communauté internationale, c'est de dire on soutient l'autodétermination du peuple palestinien et c'est à eux et elles de prendre la décision. Deuxième chose, c'est de dire cette question aujourd'hui, pour moi ce qui est le plus important, c'est la réalisation des droits fondamentaux des Palestiniens et Palestiniennes sur la question du droit au retour, fin de l'occupation. Et après, la forme que ça va prendre, si tous ces droits sont réalisés, ça peut être une question ouverte. Ça peut être d'abord un deux États qui va vers un seul État, ensuite vers un État binational. Moi, dans le livre, ce que je vais plus, c'est bien sûr un État d'abord démocratique, laïque, socialiste, qui, par le processus de démantèlement du système d'apartheid israélien, de redistribution des richesses massives, droit au retour donné, qui pourrait aller vers un État binational dans un cadre d'une fédération d'États socialistes. Donc ça, c'est l'horizon. Je pense lointain, je ne pense pas me tromper là-dessus. Mais sur ce débat, ce qui se pose souvent, c'est de dire, oui, mais il faut affirmer qu'on affirme l'autodétermination du peuple palestinien, il faut aussi affirmer l'autodétermination du peuple juif d'Israël. Non, ce n'est pas une égalité. Ça n'a jamais été une égalité entre oppresseurs et opprimés. Et d'ailleurs, elle s'est réalisée, le truc, elle s'est fait au détriment, et surtout dans une perspective et une dynamique coloniale, d'élimination, comme j'expliquais, de colonies de peuplement. Donc, et là aussi, il y a, je pense, un aspect internationaliste très important dans le démantèlement des structures d'apartheid et comme aussi pilier de l'impérialisme occidental dans la région, c'est qu'Israël n'est pas simplement une menace, comme j'en discute dans les pour les Palestiniens et Palestiniens, en premier lieu, bien sûr, contre eux, mais les peuples de la région. Et surtout qu'elle a exporté, entre guillemets, son savoir-faire à travers la région et le monde. Il y a énormément de rapports qui montrent comment Israël a exporté une partie de son matériel militaire au dictateur de Myanmar, en Amérique du Sud dans les années 70 et après, et sans parler, encore une fois, de l'exportation d'une technologie militaire et d'un savoir-faire technologique à un certain nombre de régimes arabes, et cela même avant la normalisation. Donc les Émirats arabes unis étaient fournis en partie par un savoir-faire technologique, IA, avant la normalisation. Tout ce qui est service de sécurité, etc. Ou bien tout ce qui est question d'écoute. Et qu'il faut savoir que l'industrie militaire israélienne est une part importante et soutenue par l'État israélien. Et ça va de manière conjointe avec également tout ce qui est les avancées technologiques, donc qui est relativement dangereux. Donc, dans ce cadre-là, comme internationaliste, on soutient l'autodétermination du peuple palestinien, mais comme une menace, aussi comme les peuples de la région et plus généralement. Et voilà, dans cette optique, je te répondrai à la question. Donc, ça doit être un processus qui pourrait mener à un État binational, mais qui doit passer d'abord. C'est pour ça que je parle d'abord d'un État démocratique, laïque, socialiste, et qui peut prendre par la suite la forme d'un État binational. Mais on ne peut pas dire, parce que le problème pour certains, c'est État binational tout de suite. Ouais, mais ça veut dire que les structures d'apartheid sont maintenues et qu'il y a un avantage de facto. Donc voilà. Et ça, c'est aussi une question qui se pose plus profondément sur quel avenir de la lutte du mouvement national palestinien. Parce que l'idée, alors c'est contradictoire, mais à la suite, plusieurs mois après le début du génocide, c'est peut-être contradictoire, mais je vais vous expliquer pourquoi, l'idée de deux États est réapparue, ou pas réapparue, est devenue de nouveau un peu plus, pas populaire, mais plus choisie par une partie des Palestiniens. C'est le fait, on ne pourra pas vivre avec nos bourreaux. Mais la question, c'est de dire, deux États, c'est juste devenu impossible, de facto. Gaza n'est pas du tout viable. Si le blocus est maintenu,
selon un rapport des Nations Unies, il faut 350 ans pour reconstruire. La Cisjordanie, c'est même plus comme on mettait, je crois que c'est une carte du monde diplomatique il y a quelques années, un fromage avec plein de trous. C'est encore pire, disons, c'est plus pire que des Bantoustans, avec une entité collaborative de l'autorité palestinienne. Se pose la question, voilà, bon, Israël est de facto depuis 67 contrôle toute la Palestine historique. C'est From the River to the Sea, qui est de la rivière à la mer, qui est tellement dénoncée, est une réalité politique depuis 67, mais par Israël. Se pose la question pour un certain nombre, au niveau de certains mouvements de jeunesse de gauche palestinienne, surtout en 48, d'une lutte en fait qui va plus, ça reste encore minoritaire, mouvement de droit civique, dans le sens, voilà, un démantèlement de la structure d'apartheid de l'État israélien, parce que aussi c'est une séparation artificielle, ce qui se passe à l'intérieur de l'État d'Israël en 48 et en Cisjordanie à Gaza, souvent qui est faite. Et c'est pour ça que les rapports, je trouve, de Amnesty et d'autres sont intéressants. Ils disent qu'il y a partout un apartheid. Oui, il est certes différent, mais il existe partout. Et donc se pose la question aussi des méthodes de lutte, du fait aussi de la supériorité militaire israélienne qui est incomparable et qui ne va pas changer dans l'avenir proche. Donc tout ça, c'est des questionnements qui sont en train d'émerger, mais c'est surtout, moi je pense, ce qui est fondamental, c'est le processus pour y arriver. Et c'est là de lier la question des classes populaires et travailleuses palestiniennes et celles régionales et du soutien international. Il y avait une dernière question peut-être, mais d'un auditeur de Saint-Roustan. Je ne sais pas si tu connais pas Saint-Roustan, enfin en Suisse on n'en parle pas. Non, c'est juste, est-ce que tu pourrais nous dire des livres, à part le tien, que vous pouvez toujours vous procurer, mais est-ce qu'il y a des livres, tu parlais tout à l'heure d'Ilan Pappé, le nettoyage ethnique de la Palestine, bon, est-ce qu'il y a d'autres aujourd'hui écrits, références qui sont, à ton avis, un peu incontournables pour comprendre la situation actuelle et puis pour offrir des perspectives, surtout politiques, comme tu dis, sur les questions de la résistance, comment on peut ne pas juste commenter la situation, mais essayer d'y intervenir. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs livres qui apparaissent aujourd'hui comme incontournables, à ton avis? Ouais, alors, il faut que je pense... Bon, il y a quelques livres ici, hein, déjà. Il y a Salah Hamouri, j'ai vu, militant palestinien, emprisonné pendant, je crois, en tout 10 ans, qui est maintenant exilé en France. Des camarades, Gilbert Achcar, je pense, reste une référence pour comprendre la Palestine dans son cadre régional. Il écrit moins en français, mais pas mal en anglais. Mais je ne sais pas s'ils ont prévu des traductions. C'est Adam Hanieh, qui est lui-même d'origine palestinienne. Taoufik Haddad, mais aussi plus en anglais. Il faudrait que je trouve un... Il y a des livres d'historiens, et ça aussi, c'est des gains, je pense, aussi résultat de lutte, hein, encore une fois. Mais c'est vrai que la littérature par des auteurs palestiniens, palestiniennes, arabes a beaucoup avancé. Et aussi le narratif palestinien, ça c'est vraiment important à souligner. Donc il y a Rachid Khalidi, qui a peut-être écrit son livre le plus radical à la suite de sa retraite de Columbia, mais qui est intéressant, c'est 100 ans d'histoire palestinienne. Aussi, c'est intéressant parce que lui, il vient d'une grande famille palestinienne, bourgeoise et tout, il participait comme conseiller à un moment donné à l'OLP. Donc il y a des passages intéressants. Puis il y a aussi avec le truc américain, il y a Edward Said, qui était plutôt un démocrate libéral, mais qui était critique dans sa lecture des accords d'Oslo, je pense très justement. Il y a en français, je pense, sans être tout le temps d'accord avec elle, on va dire ça comme ça, France très connue, Leila Shahid, ancienne représentante de l'Organisation de libération de la Palestine. Qu'est-ce qu'on pourrait citer encore? Il y a comme autrice aussi palestinienne très intéressante, mais aussi beaucoup plus en anglais, mais qui est aussi une poétesse très connue, Rafif Ziadeh. Vous pouvez voir un de ses poèmes sur YouTube, We Teach Life, qui est super, absolument incroyable, et qui est aussi une académique vraiment de qualité. Il y avait un moment le mouvement, mais c'est aussi beaucoup plus en anglais et en arabe, le mouvement Tala'at. C'est un mouvement féministe qui montrait le lien entre émancipation nationale et féministe. Il y aurait qui encore, maintenant que je devrais penser, qui sont très forts. Il y a le livre de Sarah Roy, bien sûr, des développements, mais aussi, je ne sais pas s'il a été traduit.
en français. C'est une journaliste américaine. Je pourrais citer encore pas mal. Il y a un camarade, Nicolas Dot-Pouillard, qui a pas mal écrit sur la Palestine aussi. Il y a Sbeh, qui écrit aussi beaucoup en français. Si vous pouvez trouver sur... c'est un auteur palestinien qui sera demain d'ailleurs à la formation syndicale, qui écrit sur Contretemps, qui a écrit toute une critique du système des ONG en Palestine. Et le lien avec le néolibéralisme et autres. Et aussi ses écrits sont trouvés sur Contretemps. Qui je pourrais citer encore? J'ai oublié quelqu'un, après on me tombe dessus. Ouais. Ouais, je sais, justement, c'est pour ça, c'est pour ça que j'y pense. Non, il y aurait encore plein d'auteurs et d'autrices à citer. Déjà, là, je crois que c'est une liste pas mal, mais bon, il y a les livres de qui encore? Il y a les poèmes de Mahmoud Darwish, connu, aussi traduit en français. La maison voilà, d'édition de Farouk Dambey, Sinbad, il y a beaucoup de choses sur la Palestine et autres qui sont intéressants à lire. Et vraiment, j'ai peur d'avoir oublié des gens, je vais me regretter. Pardon, ah oui, Rami Abou Jammouz, bien sûr, journaliste, qui est à Gaza, qui, voilà, il faut acheter son livre chez Philippe, bien sûr, qui est très connu aussi. Vous pouvez aussi le lire online, un certain nombre d'articles, je crois que c'est sur Orient 21. Ouais, justement. Donc, ouais. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Hein. Merci Philippe. Et merci à vous aussi. Hein. Merci à l'équipe technique, oui, évidemment. Donc, on rend l'antenne au studio, hein, à Paris, c'est ça? Non, c'est pas à Paris. En fait, c'est juste à côté. Ils sont juste à côté. Merci aux 300 personnes qui ont participé. Donc, voilà, ben, c'est super. Voilà. Donc, ben, on verra la prochaine fois. On ne sait pas encore, mais il y aura une prochaine fois. Merci, Joseph. Ciao.